Bonjour à tous. En plein centre-ville de Bourges se trouve un jardin au tracé géométrique dessiné dans les années 1920 par Paul Margarita, architecte paysagiste berrichon. Ce jardin régulier au charme particulier, avec son théâtre de verdure, ses arches d'ifs taillées et sa roseraie, est un exemple étonnant du style art déco, ce qui a valu à ce jardin d'être inscrit en 1990 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Une histoire qui va nous être contée par Emmanuel Bajard, directeur de l'écologie et des jardins à la ville de Bourges. Bonjour à tous. Alors effectivement, les Préfichots à Bourges, c'est un jardin qu'on appelle Art déco. On va essayer de comprendre ensemble quoi et comment nous en sommes arrivés là. Ce jardin bénéficie aujourd'hui de 3 labels. Donc il est, comme l'a dit Michel, monument historique, jardin remarquable et patrimoine 20e. En fait, c'est un jardin qui résulte de la conjonction de plusieurs éléments, à la fois un lieu, un créateur, une volonté politique et l'époque 1930. Le lieu, le terrain s'établit sur d'anciennes emprises ecclésiastiques de l'abbaye de Saint-Ambrois. En fait, outre le jardin de l'abbaye, les terres qui en dépendaient étaient louées à des particuliers pour faire des cultures de légumes et de chanvre. Voici une vue de 1816, c'est le cadastre de Bourges. On voit sur la droite l'abbaye avec les jardins rectangulaires et face à ces jardins, nous voyons des espaces marécageux, c'est-à-dire que les petits traits que vous voyez verticaux et horizontaux, ce sont des petits fossés drainants. Là, je vous ai dessiné l'emprise du jardin. Vous voyez donc le triangle, on va le revoir après sur une vraie photo, mais le triangle avec les dessins des allées du jardin des Préfichots. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est, vous voyez, les mailles qui sont le long de la rivière Yèvre au nord et le mail qui est à l'est. On va voir par la suite que ces mailles vont être finalement intégrées dans le jardin. Là, vous avez un document de la voirie des années 1878. On voit en rose le tracé, un tracé d'une nouvelle voie. C'est cette voie qui va faire effectivement le fameux triangle des Préfichots. Alors cette voie a été tracée pour joindre le centre-ville de Bourges, que vous avez sur le sud, à la gare qui est au nord. Donc la gare, comme dans pratiquement toutes les villes de France, c'est vers les années 1850 qu'elle a été construite. Là, on a la vue réelle du jardin, donc on voit bien en biais la nouvelle voie qui a été tracée en 1878, et vous avez nos 2 mailles, le plus gros qui longe la rivière Yèvre et celui qui est vertical. Ce lieu, c'était un lieu, donc un ancien lieu de culture, c'était des anciens marais. En fait, il faut savoir que pratiquement toute la ville, enfin tout le pourtour de Bourges était entouré de marais qui étaient pour la plupart cultivés. Donc là, on voit en 1897 un premier projet, finalement, de vouloir réaliser un jardin public dans ce triangle. Ce triangle fait à peu près 2 hectares. Là, ce projet-là, divisé en deux, finalement, l'emprise, et financé par des lotissements, la construction du jardin public. Une volonté politique, parce qu'effectivement, il fallait, c'était dans les mœurs de l'époque. Donc Henri Lodier, qui a été maire député maire en 1919, était un maire SFIO. Il était complètement dans la logique hygiéniste de l'époque. Et donc, après la guerre de 14, cette zone avait été abandonnée par les cultures. Il y a eu toute une épopée, on va dire, foncière, parce qu'il a fallu que la municipalité achète ces terrains, entre autres à la famille de Bourbon. Ça a été un petit peu compliqué, mais en 1922-1923, c'est chose faite, surtout que la collectivité a été aidée à l'époque par le Conseil supérieur d'hygiène publique, donc un organisme national, qui a encouragé et même financé les travaux d'assainissement en 1923. Et c'est après ces travaux de 1923 que le jardin a pu commencer. Son créateur, donc Paul Margarita. C'est vrai qu'on va un petit peu insister sur cet homme-là parce que c'est une figure très originale par rapport à l'époque. Il est né en 1886 à Saint-Florent-sur-Cher, donc tout près de Bourges. Ses parents sont horticulteurs et on le voit là avec un superbe béret de peintre, adolescent, en train de peindre devant un chevalet.
En fait, effectivement, Paul Margarita avait des dons, en tout cas des aptitudes au dessin et à la peinture, et pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la lignée des grands architectes paysagistes. Il n'a pas de formation à Versailles, il n'a pas fait l'école des beaux-arts, mais néanmoins, la conjonction, encore une fois, de son milieu familial horticulteur, de son goût pour la peinture et d'un métier qu'il a exercé de conducteur-voyeur. Donc, c'est un peu, si vous voulez, aujourd'hui, un assistant, un ingénieur de voirie. Ces trois choses-là font qu'il sera nommé architecte paysagiste, qui n'est pas vraiment un titre à l'époque. Il sera nommé quelques années après, en 1919 ou 1920, par le maire. Il y a un petit détour par rapport à ce titre. À cette époque-là, ce titre n'est pas directement décerné par une école et pas par l'école d'horticulture de Versailles qui forme des ingénieurs horticoles. C'est un titre, un peu comme pour les Beaux-Arts, qui est donné en loge à la SNHF, donc à la Société nationale d'horticulture de France. Et souvent, les candidats sont soit des entrepreneurs en paysage, soit des artistes qui s'intéressent au jardin. Ils peuvent passer comme ça des épreuves à la SNHF, donc rue de Grenelle. La SNHF était déjà rue de Grenelle à l'époque. Alors, toujours, voilà, toujours pour représenter, donc là, on vous a mis un petit croquis de Paul Margarita, parce qu'il a fait la guerre de 14-18. Il a été blessé et prisonnier en 1918. Et on a, au service Espace Vert, son carnet de dessin pendant la captivité. Voici un des premiers projets de 1912, quand Paul Margarita vient juste d'être recruté à la mairie de Bourges. Il s'agit, là, on a le jardin de l'archevêché pour ceux qui connaissent Bourges. Donc, c'est toute la partie, on va dire, la moitié supérieure du dessin. Ça, c'est un jardin qui existe, qui est à la fois un jardin style grand siècle et un jardin plus paysager. La seconde moitié, donc la plus basse, vous voyez un bâtiment qui est l'archevêché, qui est devenu à cette époque-là l'hôtel de ville. Et autour de ce bâtiment, vous voyez un dessin très classique, presque Renaissance d'ailleurs, un petit peu dans ces broderies. Ça, c'est un projet qu'effectivement Paul Margarita a fait en 1912, qui a été rejeté par la collectivité, bon, parce qu'il n'y avait pas la place finalement pour le faire. En tout cas, il y avait d'autres opportunités. On voit déjà là un tracé rectiligne qui peut faire penser au futur tracé des Préfichaux. Une autre réalisation de Paul Margarita à Bourges, là, c'est près de l'hôtel des Postes. On voit aussi un style très classique. Encore une fois, un projet qu'il a réalisé au pied de la cathédrale avec une petite broderie. C'est un jardin qui a été réalisé, mais qui a été refait depuis. On s'intéresse au vif du sujet, donc au Préfichaux. Voici le premier projet qui a été fait en 1921. Donc vous voyez bien le triangle avec les deux mailles, mais on voit un dessin tout à fait du style paysager, à l'anglaise, dira-t-on. C'est un petit peu étonnant pour l'époque, puisque ça faisait déjà quelques décennies que le paysage français était revenu au tracé régulier. Mais néanmoins, voilà, ça a été le premier projet présenté en 1921, qui n'a pas été accepté par Henri Hollodier, qui souhaitait bien sûr être davantage dans son temps. Le second projet, alors là, c'est un dessin à la mine de plomb et à la gouache, fait rehausser à la gouache, de Paul Margarita, que nous avons encore, parce que nous avons très peu de plans originaux, mais cette vue-là, nous l'avons encore dans les réserves des musées de Bourges. Il a été montré dans les journaux en 1923. Donc, le projet, là, vous voyez qu'on est déjà sur la géométrie qu'on peut voir, enfin qu'on pouvait voir tout à l'heure. On voit au premier plan le monument aux morts de la guerre de 14, qui a séjourné quelques années là, mais qui a vite été déplacé. Donc voilà, donc c'est un projet qui est né en 1923. Là, c'est une vue qui n'est pas très bonne, mais elle est intéressante parce que c'est la photo qui est dans la revue horticole de 1930, donc juste au moment de l'inauguration de ce jardin. Et compte tenu du faible développement de la végétation, on voit très très bien donc le tracé qui forme vraiment un triangle avec trois directions différentes. C'est vrai qu'on le voit beaucoup moins aujourd'hui sur les vues aériennes parce que toute la partie qui est la plus éloignée aujourd'hui est recouverte par les arbres et on ne distingue pas aussi bien cette géométrie. Là, il y a une petite vue de l'ouvrage d'Achille Duchesne sur le jardin de l'avenir, juste pour montrer qu'on se situe quand même bien en 1930 dans le goût de l'époque. Vous voyez, on a un boulingrin, on a des formes très régulières, on a du fleurissement, on a des arches, on a des résineux sculptés en taupière ou en tout cas qui poussent en cierge.
On est tout à fait dans le goût de l'époque. Les années 20. Si je vous montre cette vue qui est en fait le pavillon de la manufacture de Sèvres à l'exposition des arts décoratifs de 1925, arts décoratifs et industriels, on oublie souvent de dire le dernier terme, qui a eu lieu à Paris en 1925. Vous voyez sur cette vue, nous avons des grands vases en céramique sur le fond, de Patou, et nous avons des sculptures avec des autruches et des béliers. En fait, ces éléments décoratifs vont se retrouver à Bourges quelques années plus tard. C'est dû à l'entregent qu'avait Henri Lodier au niveau des ministères, entre autres de celui du ministère de l'Instruction publique, puisque c'était lui qui s'occupait des beaux-arts. Quand on dit art déco, on parle de quoi? On a un vocabulaire. Effectivement, je vous l'ai cité là, des géométries très simples et polygonales. L'usage de la céramique est une nouvelle technique qui permet de reproduire les œuvres d'art qui sera très utilisée pendant ces époques-là. C'est moins vrai aujourd'hui parce que malheureusement, les statues, les décorations céramiques résistent mal au temps, mais c'était effectivement à l'époque très utilisé. Les roseraies et les pergolas sont aussi un vocabulaire très employé à l'époque. L'éclairage, l'électricité est très récente à cette époque-là. L'usage en extérieur va être très utilisé et en partie dans les jardins. La taille architecturée des végétaux, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve à cette époque. Et l'usage l'emploi de sculptures et de bas-reliefs également, même si ce n'est pas la seule époque dans le paysage qui l'ont utilisé, c'est vrai que par contre, les années 1930 l'auront beaucoup, beaucoup fait. On va un petit peu se promener là, dans les Prés-Fichot. Là, vous avez une vue qui est ancienne. Vous avez le belvédère où il y avait le monument aux morts avant, qui a été enlevé. Le belvédère, là, on retrouve finalement le jardin classique régulier du début du siècle, où c'est finalement l'emplacement de la maison. Là, il n'y en a pas, mais c'est d'une manière symbolique l'entrée, l'emplacement où il y avait normalement un château et où on voit toute la perspective. On voit à l'extrémité ouest du Boulingrin, où on voit effectivement une forme octogonale, mais qu'on va voir beaucoup mieux ensuite. Voilà, on a une vue de haut. Là, on a une vue sur la roseraie et sur une fontaine. On a effectivement ces fameux triangles et octogones, les fontaines, les magnolias en cône que vous voyez en plein centre de la photographie, et la roseraie qui est juste en bas de la photographie. Une autre vue, on voit à peu près la même chose. On voit les arcades aussi, très typiques du jardin des Prés-Fichot. On en reparlera un petit peu plus après. Là, on est en plein milieu de la roseraie. On a un dieu Pan là qui est un petit peu blanc sur la vue, parce que c'est une vieille photographie, enfin c'est une vieille carte postale. C'est effectivement une œuvre qui est en céramique, qui est encore existante aujourd'hui. On a le dallage en premier plan, on a effectivement la fontaine. On distingue également les buis en forme de champignons, donc, alors qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'on les a, le service Espace Vert, il y a quelques décennies, les a transformés en petits cônes, sachant que la forme en champignon n'était pas forcément la plus heureuse. Bon, après, tout dépend des goûts. Donc, on a également la roseraie typique de l'époque. Je vous parlais donc des céramiques. Ces deux céramiques qui sont donc au musée de la piscine à Roubaix se sont retrouvées l'une et l'autre au jardin des Prés-Fichot. Vous avez au premier plan donc le bûcheron de Richer et au second plan le paysan de Dalou. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une des deux, sachant que le Richer n'a pas également résisté aux outrages du temps. Donc, dans le vocabulaire, on a également, donc, je le disais, l'utilisation des lumières. Là, vous avez trois photographies qui datent de 1934, où à la fois, pour la photo la plus haute, vous avez les arches qui ont été illuminées avec la fontaine. Sur la photo qui est en bas, à gauche, une petite fontaine qui est à l'entrée du théâtre de verdure qui a été illuminée. Et sur celle de droite, vous avez le dieu Pan qui est au fond, qu'on distingue mal, mais c'est la vue de la roseraie qu'on avait tout à l'heure en plein jour, qui est également illuminée. Une petite référence encore une fois à Achille Duchesne, donc on est tout à fait encore une fois dans l'époque. Toujours une vieille carte postale. On a les petites cascades là, quand on voit la statue. Donc là, c'est une Diane surprise de Blanchard qui a été enlevée parce que jugée un peu trop frêle par rapport au grand vase de Dalou que vous voyez tout à l'heure. Mais néanmoins, vous voyez les petites cascades d'eau qui sont à ses pieds. Si on revenait à la vue du pavillon de la manufacture de Sèvres, on a exactement les mêmes motifs sur une petite fontaine au centre du pavillon.
On distingue également donc des pilastres dans le fond avec des boules. On va en revoir d'autres vues. Ça, c'est tout à fait aussi typique de l'époque. Vous avez un jardin de Moreux à Paris qui a tout à fait la même symbolique, qui lui date de 1935. Les motifs des grilles. Là, vous voyez bien, dès que la grille se resserre, là, ce sont des dessins faits par Paul Margarita, puisqu'il a tout conçu dans le jardin. Donc là, on a tout à fait un motif très typique qu'on retrouve sur les façades ou sur des toits. Ces espèces de petites colonnes comme ça, c'est très, très typique des années 1930. Là, donc, on a les grands vases, non pas de Dalou, mais de Patou. Là, je me suis trompé, excusez-moi, de Patou, qui étaient visibles sur le pavillon de la manufacture de Sèvres, qui sont restés dans le jardin jusque dans les années 1954-55. Ils ont gelé par les hivers rigoureux qu'on a connus à cette époque-là. L'un s'est un petit peu effondré sur lui-même, donc la municipalité d'époque a préféré les enlever. Ils étaient un peu jugés également un petit peu surdimensionnés par rapport à l'échelle du jardin, mais bon, ça, on peut avoir un débat là-dessus. En tout cas, ils n'étaient plus souhaités à l'époque. Vous avez sur le premier pilastre, là, au premier plan, il y a des motifs en céramique là, qui forment des petits picots qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui à l'époque devaient également provenir de Sèvres. Donc on voit toujours nos pilastres avec les pierres, avec les boules en pierre reconstituées. Là, on est aussi sur une logique de fontaine. C'est une des fontaines qu'on voyait illuminées sur les photos de nuit. Là, on a un marbre. Alors, quand on dit les statues Art déco, en fait, celle-ci est plus ancienne, c'est un marbre. On ne peut pas vraiment dire que toute la statuaire soit typiquement de l'époque Art déco. Mais en tout cas, c'était des artistes qui avaient encore, même s'ils étaient morts depuis quelques années, ce sont des artistes qui avaient encore une cote donc à l'époque. Là, on a toujours une vue sur nos pilastres avec les boules, les vases de Patou. Excusez-moi, je me suis trompé. Une dernière photo, là, on a l'entrée du théâtre de verdure. On est également vraiment dans le vocabulaire de l'époque où la plupart des jardins, qu'ils soient publics ou privés, avaient des éléments, des cabinets ou des vestibules qui avaient des utilités. Ça pouvait être un terrain de sport, par exemple. À cette époque-là, dans les jardins privés, il y avait beaucoup de terrains de tennis qui étaient construits. Dans les jardins publics, souvent, c'était effectivement ce qu'on appelait des théâtres de la nature ou des théâtres de verdure. Au premier plan, vous avez également des céramiques de Monard qui figurent de centaures qui ont également ont disparu aujourd'hui. Ils ont été détruits par du vandalisme. Toujours chez Duchesne, une figuration d'un théâtre de verdure. On voit le portique de l'entrée. On est tout à fait dans les mêmes configurations. Pour finir, donc les arcades d'if, elles sont très typiques. Je crois que s'il fallait figurer le jardin des Préfichaux, c'est ça qui fait vraiment le symbole des Préfichaux. Il n'était pas prévu au départ de former ce type de topière, puisqu'à l'origine, c'était juste des pilastres, comme on faisait beaucoup à l'époque, des colonnes d'if. Et en 1936, Paul Margarita, sans qu'on ait un écrit qui explique vraiment quelle était la volonté, a souhaité que ça se transforme en arcade. On a 4 rangées, 2 de chaque côté de boulingrin, alors qui sont jamais finis parce que, en fait, nous sommes sur une dame phréatique très très proche du sol et nous avons du mal à maintenir ces arcades en permanence. Donc, parfois, elles dépérissent. Donc, on est tout le temps en train de les reconstruire. C'est un peu le mythe de Sisyphe, mais ça fait aussi le charme de cette plantation. Très rapidement, donc, l'évolution entre 1930 de son inauguration. Vous le verrez si vous lisez voilà, plus précisément, je ne vais pas tout vous échelonner, mais le théâtre de verdure a été refait plusieurs fois. Il est entouré de peupliers, plusieurs tempêtes ont fait tomber les arbres se sont renouvelés au fil du temps, la roseraie a été refait juste après-guerre. Après-guerre aussi, le jardin a été prolongé à la française pour accueillir les serres municipales et un centre d'apprentissage jusque dans les années 1973, époque à laquelle ces terrains donc, qui servaient pour les serres et le centre d'apprentissage ont été vendus pour faire une grande résidence donc, de plusieurs étages qui coupe aujourd'hui un peu la perspective du jardin. Peut-être à réfléchir à ça aujourd'hui. Pas mal de céramiques, comme je vous l'ai dit, trop fragiles par rapport au temps, ont été enlevées. Aujourd'hui, le jardin est quand même dénué d'une partie de sa symbolique, on va dire, de décoration de l'époque Art déco. Un petit clin d'œil à une ville qui n'est pas très loin, donc la ville de Montluçon. Pourquoi je vous montre cette vue-là, qui est le jardin Wilson, qui a été fait
en 1939 par les établissements d'Elbar, qui sont tout près de Montluçon, puisqu'ils sont à Malicorne. C'est un jardin de la même époque. On voit également le style à la française et les cônes. Tout ça pour vous dire que finalement, des exemplaires de jardins publics de 4 hectares, comme le font les Préfichaux, sont très rares finalement de cette époque-là. La plupart des jardins du pur style art déco, d'ailleurs, sont des petits jardins privés de villas, que ce soit sur la Côte d'Azur, la Côte normande ou même dans les villes à Paris, par exemple, on en voit plusieurs. Mais en tout cas, moi, je ne connais pas d'exemplaire aussi grand, donc 4 hectares, ce n'est pas monstrueux comme surface, mais quand même, qui soit un jardin de cette époque-là et public. Et c'est vrai qu'on a 2 exemplaires à côté de Bourges, donc on a celui de Montluçon et on a le Square Beaufrère à Vierzon, mais qui sont de taille bien plus infime. Les perspectives, aujourd'hui, en fait, pour ce jardin, ça serait effectivement d'offrir au Théâtre de Verdure des capacités de spectacle. Alors, il y a toujours des spectacles qui sont organisés, mais c'est vrai que par rapport aux besoins d'aujourd'hui, il ne serait pas inutile de moderniser l'accueil de spectacles dans ce site. Autour du Théâtre de Verdure, ça serait effectivement de remplacer les peupliers. Il y a un débat que j'aimerais pouvoir mener, de ne pas remettre du peuplier, mais des cyprès qui ont la même forme, mais qui ne détruiraient pas tous les 30 ans la maçonnerie des gradins. Et il me semblerait qu'on serait fidèle justement à tous ces jardins privés de la Côte d'Azur qui utilisaient plutôt des formes des cyprès plus que des peupliers. Il serait intéressant, par rapport à toute la statuaire et les éléments décoratifs qui ont disparu, de faire des répliques, peut-être pas en céramique, peut-être en d'autres matières, peut-être pas tout, mais en tout cas en remettre un certain nombre pour pouvoir retrouver, au-delà du tracé de la géométrie du jardin, ce vocabulaire art déco. La perspective de l'axe central, j'en parlais avec effectivement la résidence qui se construite au bout du jardin. Il y a probablement à inventer avec de la végétation, à peut-être prolonger cette perspective et ne pas s'arrêter sur ce bâtiment, peut-être non pas de le masquer, c'est impossible, mais peut-être d'offrir une autre fuite, en tout cas au regard. Place à l'art contemporain, c'est aussi également une idée. On a d'anciens emplacements pour des statues, tous ne pourront pas accueillir des répliques. Pourquoi pas également, finalement, jouer le rôle qu'a joué les Préfichaux dans l'art contemporain à son époque et peut-être offrir une place aujourd'hui. La diversification végétale, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, on a une végétalisation qui est très classique et c'est normal. Dans la plupart des espaces verts, on cherche à diversifier un petit peu voilà, quand on fait de la gestion différenciée, par exemple, on ne pense jamais à des jardins classiques comme celui-là. Je vous dirais qu'au sortir du confinement, où ce jardin n'avait pas pu être entretenu, il n'a pas été souhaité que les jardiniers, même s'ils le pouvaient physiquement, sortent entretenir pour pouvoir, par souci d'exemplarité par rapport à la population. Donc, on a retrouvé au mois de juin, effectivement, des herbes très hautes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais ne pourrait-on pas respecter des formes géométriques très strictes avec parfois des herbes hautes sans trahir l'idée primordiale. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis dans un coin de notre tête et qu'on souhaiterait expérimenter. Quelque chose qui peut un petit peu influencer donc le jardin, c'est vous avez donc vu au nord du jardin, on a une rivière qui coule, c'est le Lièvre. Il y a un plan d'eau. Dans les programmes des syndicats de rivière, il y a éventuellement de renaturer cette rivière, donc de supprimer effectivement le plan d'eau, ce qui pourrait changer la configuration, mais également un petit peu nous aider, parce que ce plan d'eau qui a été créé dans les années 70, finalement, a relevé le niveau de l'eau, nous pose quelques problèmes de maintien de la végétation. Ça peut nous donner également une nouvelle perspective pour le jardin. Je vous montre par contre, ça ne sera pas pour demain, mais je vous offre une vue justement de juin 2016 où la nappe phréatique avait monté et on a l'impression voilà, d'avoir un peu une perspective versaillaise avec un grand plan d'eau. C'est un clin d'œil. Je vous remercie donc de votre écoute. Ça a été un petit peu rapide. J'espère que vous avez pu me suivre. Nous sommes actuellement en train de commémorer les 90 ans de ce jardin qui était donc en 2020. On n'a pas pu le faire dignement à cause effectivement des règles sanitaires. Une exposition et sûrement plusieurs conférences auront lieu sur les diverses thématiques couvrent ce jardin. Si ça vous intéresse, probablement que nous ferons diffuser les offres, les propositions de conférences. Merci à tous. Merci Emmanuel. Les jardins Art déco, un patrimoine exceptionnel de notre région à redécouvrir. Et bienvenue aux mécènes pour ce qui concerne toute la statuaire, c'était formidable.
Et si c'est à l'occasion de l'exposition des arts décoratifs de 1925 à Paris que ces jardins créent la sensation avec des projets avant-gardistes, nous espérons que 2025 sera l'occasion d'une grande rétrospective sur ces jardins qui sont un témoignage précieux des tendances de l'époque qui prônaient alors l'art pour tous. Je vous remercie et à bientôt pour un nouveau web module patrimonial.